Je continue la matière théorique sur le cours d'analyse chimique, euh, capsule numéro 1 de la quatrième semaine. Je vais clore le sujet des spectromètres à émission optique de manière à être capable de passer à la fin de cette capsule-ci sur un deuxième appareil, en l'occurrence l'analyseur carbone-soufre. Donc, il restait encore certaines petites choses importantes à dire concernant l'utilisation du spectromètre à émission optique, surtout au niveau de la préparation de l'échantillon. Donc, comme j'avais expliqué au dernier cours, il faut que l'échantillon soit représentatif. Donc, il faut que la composition chimique corresponde à uniquement la composition de la charge à analyser. Et il faut aussi, pour que ce soit représentatif, il faut donc éviter toute contamination sur l'échantillon qui fausserait l'interprétation des résultats. Donc, on ne doit pas toucher en principe après le surfaçage la surface de l'échantillon avec les doigts, surtout si c'est de l'acier, parce que la graisse, le gras de nos doigts contient beaucoup de carbone et ça risque de fausser un petit peu l'analyse. Donc, il faut absolument éviter de toucher avec les doigts l'échantillon, la zone qui est prévue pour être analysée. On doit aussi éviter de prendre un même papier qui a été utilisé pour la préparation d'un échantillon en acier pour analyser, par exemple, pour préparer un échantillon en aluminium. Et l'inverse est aussi vrai. Donc pourquoi? Parce que l'analyse du fer est importante dans les alliages d'aluminium, par exemple. Et si vous surfacez un échantillon d'aluminium sur un tapis qui a servi auparavant à surfacer un échantillon en acier, le tapis contient beaucoup de particules de fer et ces particules de fer-là risquent de se retrouver en contact collé sur l'échantillon d'aluminium après le surfaçage. De sorte que on va analyser une présence importante de fer sur l'échantillon d'aluminium et fausser la conclusion, l'interprétation du résultat. Donc on va penser que dans la charge analysée, elle contient beaucoup de fer, alors que ce fer-là provient d'une contamination de l'échantillon. On utilise des tapis spéciaux pour la préparation des échantillons en vue d'analyse spectrale. Donc, on ne doit jamais utiliser de tapis conventionnel à base de silice ou de silicium, si vous voulez. Donc, ne jamais utiliser les papiers de surfaçage utilisés normalement pour la préparation métallographique. Pourquoi? Parce que les tapis en silicium vont contaminer l'échantillon en silicium, ce qui est pas grave lorsqu'on fait de la préparation d'échantillons en vue d'observation métallographique. Par contre, ce silicium-là, qui se retrouve à la surface, va être éventuellement analysé sur l'échantillon préparé et créer un dosage ou une analyse par excès, tant dans les échantillons en acier qu'en aluminium. Donc le silicium, c'est un élément d'alliage qui est important à analyser tant dans les alliages d'aluminium que les aciers. Donc, il est important d'éviter toute contamination au silicium. Donc, éviter l'utilisation de papier de surfaçage conventionnel. On va plutôt utiliser un tapis à base d'oxyde de zirconium. Et le zirconium est très rarement analysé dans les aciers, dans les aluminiums. C'est un oxyde qui contamine moins aussi, donc c'est ce genre de papier-là qui va être requis. Ils sont visuellement assez reconnaissables parce que l'apparence est turquoise. Donc, on peut éviter, c'est très facile d'éviter de se tromper de papier de surfaçage pour l'analyse spectrale. Et normalement, le grit requis pour le surfaçage en vue de l'analyse spectrale, c'est 60 grits minimum. Donc, c'est plus rugueux encore que les tapis conventionnels utilisés même pour le premier surfaçage de la métallographie. La raison, c'est surtout que pour que l'arc électrique du système d'étincelage du spectromètre puisse s'amorcer
facilement à la suite de chaque désamorçage, ça prend des aspérités à la surface de l'échantillon. Donc des aspérités, donc une rugosité. C'est ce qui va permettre à l'arc de se réamorcer. J'aurai l'occasion en laboratoire, si j'y pense, là, de vous faire une démonstration d'une tentative d'analyse spectrale sur un échantillon qui est très poli. Vous allez constater que ça ne fonctionne pas. Et rapidement, le spectromètre va nous montrer un message d'erreur. Pourquoi? Parce que le spectromètre, lui, il sait quand est-ce que l'arc électrique est amorcé et désamorcé. Et s'il ne réussit pas à amorcer l'arc, il va tout simplement arrêter l'analyse et dire qu'il n'est pas capable finalement d'amorcer l'arc, dû à une surface trop lisse. Donc ça prend une surface relativement rugueuse pour que l'arc puisse facilement descendre vers l'échantillon à partir de l'électrode de tungstène. C'est à peu près le même principe que l'on dit souvent que la foudre, elle est plus facile à descendre lorsqu'il y a des pics, des arbres, des poteaux, des paratonnerres, des pointes qui lèvent vers le ciel. Donc, par rapport, par exemple, à une plaine pour laquelle il n'y a aucun arbre, là, la foudre va avoir beaucoup plus de difficulté à avoir une prise et à descendre au sol. C'est exactement la même chose. Donc, les aspérités permettent à l'arc de mieux accéder à l'échantillon, de mieux descendre vers l'échantillon. Donc, c'est important d'assurer une bonne rugosité. L'autre raison pour laquelle c'est important d'avoir une rugosité suffisante, c'est tout simplement pour rendre plus facile le surfaçage d'échantillons en vue d'obtenir une planéité. Donc, il faut éviter, lorsqu'on surface un échantillon, de faire des pointes en diamant, là. Donc, il faut que ce soit plan. Pourquoi? Parce que lorsqu'on dépose l'échantillon sur le plateau d'analyse, il faut que la surface d'échantillon épouse le plus parfaitement possible le plateau afin d'éviter l'air de rentrer dans la chambre d'étincelage ou l'argon d'en sortir. Donc, ça, c'est l'autre raison pour laquelle il faut un surfaçage adéquat. Donc, on souligne ici que pour préparer l'aluminium, ça prend un papier gris usé est mieux. Pourquoi? Parce que l'aluminium est plus facilement surfaçable. Donc, un papier 60 grit, c'est très sévère pour l'aluminium. Donc, des fois, ça peut être préférable de surfacer un aluminium avec un papier déjà usé. Ce qui est difficile de faire, là, c'est parce qu'on peut pas éviter. On peut pas tout le temps le faire parce qu'éventuellement, il faut partir avec un papier flambant nu, bien entendu. Possible de surfacer avec de l'eau. Donc, en principe, on essaie d'éviter d'utiliser de l'eau lorsqu'on prépare pour la spectrométrie. Mais c'est pas souvent possible, tout dépendant de la taille de l'échantillon. Tout dépendant du temps de surfaçage, parce qu'on sait bien que le frottement dégage énormément de chaleur et l'échantillon devient assez rapidement très chaud et on risque de ne plus être capable de le tenir avec les mains. Donc à ce moment-là, il est tout à fait requis d'utiliser l'eau afin de refroidir l'échantillon et être capable de pouvoir continuer à tenir l'échantillon sans se brûler. Mais par contre, lorsqu'on utilise l'eau, après, c'est extrêmement important de sécher le plus complètement possible l'échantillon au séchoir. Donc, de sorte à ce qu'il n'y ait pas d'eau ou d'humidité à la surface de l'échantillon qui puisse gêner l'analyse. Et bien entendu, je le répète, ne pas mettre les doigts sur l'échantillon. Et pour finir, d'autres petites informations super utiles et importantes en rapport avec l'utilisation de nos spectromètres. Lorsqu'on a terminé de faire les analyses, donc quand vous allez finir vos séances de laboratoire, là, à la fin de la période de lab, là, si vous faites le lab sur le spectromètre, là, très très important de recouvrir le trou de la chambre d'étincelage avec un échantillon pour ne pas laisser sortir l'argon et vider inutilement la bouteille. Puis on le fait systématiquement, même pendant le lab. Là. Par exemple, si, mettons, vous faites une analyse, une brûlure, puis après ça, vous devez retourner surfacer l'échantillon dans la salle de surfaçage, bien, avant de quitter, il faut recouvrir le trou avec un échantillon en attendant de faire d'autres analyses, afin d'éviter le gaspillage inutile d'argon. Parce que ce qui arrive, c'est que lorsque le système il mesure le taux d'argon
à l'intérieur du spectromètre. Et si on laisse l'ouverture à l'air libre, l'argon, il va sortir. Parce qu'il y a un manomètre à l'intérieur du spectromètre qui lie la pression d'argon. Donc, si l'argon sort librement, la pression dans le spectromètre est trop basse, et le spectromètre, lui, ce qu'il fait, il réagit en commandant l'entrée d'argon et la prise d'argon à même la bouteille. Donc, on gaspille, parce que dans le spectromètre, il faut toujours qu'il y ait que de l'argon, pour deux raisons. Pour éviter toute oxydation à long terme des composantes électroniques à l'intérieur de l'appareil par l'oxygène de l'air, puis aussi pour faire en sorte que le spectromètre soit prêt à être utilisé. Parce que s'il n'y a pas assez d'argon, s'il y a trop d'air dans le spectromètre va donner de très mauvaises analyses. Donc il va falloir attendre plusieurs minutes, donner le temps au spectromètre de purger complètement l'appareil afin de donner de la précision. Parce qu'on sait que les longueurs d'onde, beaucoup de longueurs d'onde sont absorbées par l'oxygène et l'azote de l'air. Donc ça fausse les analyses. Donc pour toutes ces raisons-là, là, on essaie d'éviter de laisser l'ouverture de la chambre d'étincelage à l'air libre trop longtemps. Quand on a terminé l'analyse, on ne ferme pas l'appareil. Donc il y a un commutateur en arrière, on laisse l'appareil ouvert pour que ce spectro soit prêt à être utilisé lorsqu'on en a besoin. Sinon, le spectro il a besoin de 2 à 3 heures de réchauffement s'il est fermé avant d'être utilisé. Il y a des lentilles à l'intérieur qui filtrent les longueurs d'onde à condition d'être à la bonne température. Donc, puis il y a aussi l'élément refroidissant, la composante refroidissante, qui elle a besoin de temps aussi pour atteindre la bonne température. Donc si on ferme le spectro n'est plus alimenté électriquement, donc il ne peut plus maintenir les paramètres de température correctement pour effectuer des analyses précises. On ne ferme pas non plus le logiciel. Donc ça arrive de temps en temps, là, c'est un réflexe, là. Il y a beaucoup d'appareils pour lesquels on vous demande de fermer le logiciel. Appareils de traction, les microscopes. On vous demande de fermer aussi les polisseuses, les enrobeuses. Il y a beaucoup de choses. Là, la part des appareils, là, les appareils de dureté, quand on a fini, là, on les ferme, sauf le spectromètre. Le spectromètre, là, on laisse tout ouvert. Donc, on ne ferme pas le logiciel. Pour la même raison que si le logiciel est fermé, ce qui va arriver, c'est que la valve d'entrée de l'argon va demeurer automatiquement ouverte. Et là, la bouteille d'argon va se vider rapidement. L'argon, c'est 200$ la bouteille. Donc, on essaie d'économiser, de pas trop... même que c'est rendu plus que ça, là, je pense. Là. C'est même, ça approche de 300$. Donc, on essaie de laisser le logiciel ouvert. C'est le logiciel qui contrôle l'arrivée d'argon dans le système et qui maintient le bon niveau d'argon, la bonne pression d'argon dans le système. Ne pas fermer l'ordinateur. Donc, s'il ne faut pas fermer le logiciel, ça veut donc dire que l'ordinateur non plus ne doit pas être fermé. Hein? C'est logique. Et on ne ferme pas non plus la bouteille d'argon. Il y a d'autres appareils comme l'analyseur carbone-soufre. Ça, on laisse le logiciel ouvert. Ça n'a pas d'importance qu'il soit fermé ou ouvert. Malgré que je dis ça, oui, c'est important. Là, je viens de dire une bêtise. Là, de toute façon, je vous en reparlerai plus tard concernant le carbone-soufre. Mais le carbone-soufre, au niveau des bouteilles, on les referme après. Donc, je vous ai expliqué tantôt, quand je vais aborder le carbone-soufre, on a besoin d'oxygène pur et d'azote. On ferme les bouteilles lorsqu'on a terminé d'utiliser. Tandis qu'avec les spectromètres, il faut laisser la bouteille ouverte parce que je vous ai expliqué tout à l'heure que le spectromètre, il se prend toujours un petit peu d'argon, même quand il ne fonctionne pas, pour maintenir la bonne pression, éviter la présence d'oxygène aussi, de façon à protéger les composantes à l'intérieur du spectromètre. Voilà. Là, après ça, moi, après chaque appareil, là, il y a une petite section qui concerne les normes. Donc, pour l'analyse spectrale, il y a 3 normes principales ASTM qui standardisent finalement l'analyse chimique au spectromètre à émission optique. La ASTM E227 et la ASTM E415. La E227 concerne l'analyse de l'aluminium, tandis que la 415, ça concerne les aciers.
Et puis la E1086 qui concerne l'analyse des aciers inoxydables. Donc ça, c'est les trois principales normes, là. Il y en a d'autres, là, mais ça, c'est les trois principales. Donc, là, moi, ce que je fais ici, là, il n'y a rien de plus ennuyant que de parler de normes, d'aborder des normes dans un cours théorique, à mon avis. Fait que ce que je préfère faire, là, c'est de vous donner l'occasion de fouiller vous-même et de lire vous-même les trois normes dont je viens d'énumérer. Et puis, je vous propose des questions pour faire ressortir les principaux points de ces normes-là. Donc, je vous suggère de les lire, puis ensuite de lire les questions, qui sont aussi dans la version PowerPoint, bien entendu, qui vous avez déjà accès dans le Léa. Puis, si vous êtes capable de répondre à ces questions-là en allant chercher les réponses dans les normes, ben, moi, c'est une autre stratégie pédagogique que je prends ici, là. Donc, je vous laisse la responsabilité d'aller répondre à ces questions-là vous-même par la recherche dans les normes. Et bien entendu, c'est des questions qui peuvent, quelques-unes là-dedans, peuvent revenir à l'examen partiel du début du mois de mars. Il y en a d'autres ici, il y en a une quinzaine au total. Voilà. Comme par exemple, là, j'ai en train de lire la dernière, là. Combien de brûlures sont recommandées sur un échantillon et pourquoi? On peut y répondre tout de suite parce que c'est important, c'est hyper important ça. Le gros minimum, c'est 3 brûlures. Puis que les trois résultats soient très proches l'un des autres. Donc on fait la moyenne des trois. Puis avec les trois doivent entre elles être assez rapprochées de manière à représenter un écart type relatif de 1,5%. Donc, l'écart type relatif, c'est l'écart type divisé par la moyenne fois 100. Donc, c'est normalement, là, je dis 1,5, là, ça, c'est pour les éléments concentrés. Pour les éléments à plus basse concentration, c'est beaucoup plus difficile. De manière naturelle, l'écart type relatif va être plus élevé. Donc, on peut tolérer là, autour de 5%. Voilà. En ce qui concerne le spectromètre à émission optique, c'est pas mal ça. Maintenant, on va passer au deuxième appareil. Je vais vous enseigner sur le principe de fonctionnement de l'analyseur carbone-soufre. Donc, C et S sont relatifs aux éléments carbone et soufre, deux des éléments les plus importants dans les aciers et les fontes, donc dans les alliages ferreux, mais pas vraiment pour les alliages d'aluminium. Et par contre, pour les alliages de nickel, le carbone et le soufre sont importants aussi. Pas autant que dans les aciers, mais sont importants à analyser aussi. Donc, on pourrait peut-être dire que du point de vue métallurgique, là, les deux principales bases métalliques qui sont importantes en analysant le carbone-soufre, pour lesquelles on va utiliser le carbone-soufre le plus souvent, sont les ferreux et les alliages de nickel. Donc, analyse du carbone et du soufre dans différents alliages, plus particulièrement les ferreux. Principe, combustion de l'alliage. Donc, on brûle. Là, c'est une combustion. Ça veut dire qu'au moins, on passe à l'état liquide. L'échantillon analysé, il est liquéfié. Il est porté à l'état liquide. Pour récupérer le carbone et le soufre sous forme de gaz, CO2 et SO2. Donc, le principe, là, c'est qu'on prend un petit échantillon dont la masse va être autour d'1 gramme. On va revoir ça tantôt. On utilise un four à induction, donc un mini-four à induction, parce que brûler un acier à 1 gramme, on n'a pas besoin d'une puissance énorme, vraiment pas autant que les fours à induction qu'on possède à la fonderie, où là, on va avoir besoin de fondre des 10, 15, 20, voire même 50 kg dans le cas de l'aluminium. Et ici, on parle de autour de 1 gramme. Donc, c'est un petit four à induction, mais c'est exactement le même principe de fonctionnement que les fours à la fonderie. Donc, vous n'avez qu'à penser au four à la fonderie, mais à l'échelle miniature qu'il y a à l'intérieur même de l'appareil. Et là, ben, on brûle très rapidement l'échantillon par induction. Et le fer et les métaux
Donc, comme par exemple, si présence de chrome, de nickel, peu importe, euh, les métaux vont être portés à l'état liquide, mais le carbone et le soufre, en l'occurrence, eux, ce qu'ils vont faire, c'est que, en même temps, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on va injecter de l'oxygène à travers la charge liquide. Et donc, le carbone et le soufre vont être entraînés. Donc, ils vont être libres de partir parce que le métal ne les retient plus sous une forme solide cristalline. Le métal est à l'état liquide, le carbone et le soufre peut être libéré au complet. Et en présence d'une air très oxydante, d'une atmosphère oxydante, ben, le carbone et le soufre vont se transformer, vont être oxydés sous forme respectivement de CO2 et de SO2. Donc on en arrive à sortir tout le carbone et tout le soufre du métal analysé. Ensuite, on va utiliser ces gaz-là pour exploiter un phénomène de physique des ondes, en l'occurrence l'absorption. Donc, le CO2 et le SO2, comme beaucoup d'autres molécules gazeuses, sont capables d'absorber des gammes de longueur d'onde ou certaines longueurs d'onde. Dans le cas du CO2 du SO2, les longueurs d'onde absorbées vont être dans le domaine de l'infrarouge. Donc, par contre, et là, ce qu'on va faire, c'est que tout dépendant de la quantité de CO2 et de SO2 qui passe à travers une source d'infrarouge, ben, il y a un détecteur qui va détecter la quantité de gaz absorbée par le CO2 et le SO2. Et là, on va faire une corrélation entre la quantité de rayonnement absorbé et la quantité du carbone et du soufre qui était contenu dans l'échantillon. Donc ça, c'est en résumé, là. Et là, je vais détailler ça davantage dans les prochaines diapos. Donc, phénomène d'absorption d'une longueur d'onde par un gaz. Donc, c'est un phénomène naturel. Vous en êtes témoin à tous les jours, ne serait-ce que par l'énergie du soleil qui traverse notre atmosphère. Donc, il y a une partie de l'énergie du soleil, par exemple, qui est absorbée par l'atmosphère et par les molécules, surtout par les molécules d'eau. Notre atmosphère terrestre est riche en molécules d'eau. Ça va varier de 1 à 5 au niveau de l'équateur, au niveau de l'océan, puis au niveau des niveaux d'eau, là, la teneur en molécules d'eau, en pourcentage d'atmosphère, ça varie entre 3 et 5 On l'oublie souvent, la molécule d'eau dans l'atmosphère, parce que quand on nous demande de définir la composition chimique de l'atmosphère, souvent les chiffres qu'on voit, c'est 78% d'azote, 21% d'oxygène, puis 1% d'argon, avec des 0,000 quelque chose pour cent de d'autres gaz, comme le méthane puis le CO2. Mais la vapeur d'eau, elle est plus présente que l'argon. Pourtant, elle n'est jamais mentionnée dans la composition. Pourquoi? Parce qu'elle est très variable. Donc, par exemple, au niveau du désert, là, si vous allez dans le désert du Sahara, en plein milieu du continent africain, le taux d'humidité approche le zéro. Il n'y a pas beaucoup de molécules d'eau. Mais à l'inverse, si vous allez en Amérique du Sud, au niveau dans les forêts tropicales ou au niveau des océans, entre les tropiques, les taux d'humidité sont très élevés, jusqu'à 5%. Donc ça varie beaucoup. La teneur en eau, elle varie aussi selon l'altitude. Donc beaucoup moins concentré en haute altitude, mais plus au niveau du sol. Donc c'est très variable. C'est pas homogène comme l'oxygène, l'azote et l'argon. C'est pour ça qu'on on peut pas mettre de chiffre global précis, puis ça dépend d'une année à l'autre aussi. En hiver, c'est plus sec, en été, c'est plus humide, donc ça varie. Euh, et le principe, c'est quand le soleil traverse l'atmosphère, ben la bande d'infrarouge, parce que le soleil émet toutes les longueurs d'onde, donc je pourrais peut-être vous montrer un petit quelque chose en rapport avec ça ici, là. Je vais me dépêcher, ce sera pas long pour trouver un lien
qui va me permettre de vous montrer. Non, pas ça. J'ai pas appuyé sur la bonne. J'aurais dû préparer d'avance, là, reçu, mais c'est pas grave. Je crois que c'est ici. Ou je me trompe peut-être. Attendez un instant, je vais trouver. Non, c'est pas là. C'était bel et bien dans le site ici. Donc, ça me permet en même temps de vous rappeler le site internet fait. C'est là-dedans que je suis présentement. Extrêmement bien fait. Moi, je l'aime, je l'adore parce que du point de vue pédagogique, c'est des animations qui sont simples à comprendre, qui sont bien faites, pas trop simplifiées, juste assez pour le niveau collégial et secondaire. En français en plus, traduit en français, mais ça vient de l'Université du Colorado aux États-Unis. Bon. Donc, vous voyez ici, ça c'est le rayonnement du soleil. Donc, toutes les longueurs d'onde dans le visible qui apparaissent ici. Là, je vais essayer de faire apparaître toutes les longueurs d'onde. OK, ouais. Donc, vous voyez le soleil, quand il émet sa lumière, la courbe rouge que vous voyez, c'est l'intensité, la puissance émise en mégawatts par mètre carré par micron de toutes les longueurs d'onde. Donc, ce que vous avez dans la partie droite, là, donc premièrement, là, ce qu'on vous montre, là, c'est la partie du spectre du visible pour notre œil, qui couvre de 400 à 700 nanomètres environ. Donc, du violet jusqu'au rouge. Puis au-delà du rouge, pour des longueurs d'onde plus élevées, ben, notre œil n'est plus capable de voir ça, mais on tombe dans le domaine de l'infrarouge. Notre peau le sent, elle. Tandis que de l'autre côté, on est dans l'ultraviolet. Donc, vous voyez, toute l'énergie, en tout cas l'atmosphère, les molécules d'eau en l'occurrence, absorbent beaucoup d'énergie dans la partie infrarouge. Donc, l'atmosphère de notre planète, elle est réchauffée en bonne partie, là, à peu près à 97-98%, par la lumière du soleil qui rentre dans l'atmosphère. Et non pas qui en ressort. Donc, il y a toute une différence entre les deux, là. Par comparaison, ici, vous avez l'ampoule électrique qui émet beaucoup moins d'infrarouge. Donc, une température, et ça dépend de la température. Donc, vous voyez la distribution. Donc, la Terre, ça c'est l'émission de la Terre émet très peu d'infrarouge parce qu'elle n'est pas très chaude, 15 degrés en moyenne à la surface. Il y a des étoiles aussi dans l'univers qui sont beaucoup plus chaudes que le Soleil. Donc le rayonnement, vous voyez la couleur que ça donne au total, là, plus blanc. Plus c'est chaud, plus on se rapproche du blanc. Le Soleil est un peu moins blanc que certaines étoiles. Et plus bleu, autrement dit, les longueurs d'onde, je disais blanc, mais c'est plus bleu. Parce que le centre des longueurs d'onde va s'approcher. Je vais baisser un petit peu l'intensité ici. Donc vous voyez la pointe, elle émet beaucoup dans le UV pour certaines étoiles. Tandis que pour notre Soleil, c'est plus au niveau de ses longueurs d'onde, la pointe se fait plus dans le bleu, mais le total, ça donne un blanc. Donc ça, c'est intéressant de savoir que les corps, lorsqu'ils sont chauffés, émettent une température, une énergie distribuée selon les longueurs d'onde de la manière que vous voyez à l'écran ici. Donc, si je reviens maintenant à mon petit PowerPoint, voilà. Donc, le fonctionnement du LECO, il est assez simple. C'est qu'on utilise une source de lumière, le beam source que vous voyez ici. C'est une lampe à infrarouge. Donc, simplement une plaque de métal, je crois que c'est en nickel, en tout cas sur l'ancienne machine est en nickel, qui est tout simplement chauffée par résistance électrique, de manière à ce qu'elle monte en température et qu'elle émette de l'infrarouge. Et il y a un filtre, là il n'est pas représenté ici, mais je le sais qu'il y a un filtre, et je vous le dis, qui va laisser passer qu'une seule longueur d'onde dans l'infrarouge, parce que la plaque de métal chauffée, elle émet toute une bande d'infrarouge. Mais il y a un fil qui va laisser passer qu'une seule longueur d'onde.
Et c'est cette longueur d'onde-là qui va être utilisée, qui va passer à travers le gaz. Donc ici, comme image, vous avez un Erlenmeyer avec un liquide en solution, là. Ça va s'appliquer pour l'absorption atomique, mais le principe demeure le même. Donc imaginez qu'au lieu d'avoir un Erlenmeyer, là, vous avez du CO2 et du SO2 qui passent à travers le rayonnement de la source. Donc la source infrarouge est collimatée, elle s'est dirigée dans le parcours en perpendiculaire. Le gaz, lui, il va passer perpendiculairement à la direction du rayon. Et de l'autre côté, il y a un détecteur qui va détecter, qui va mesurer l'intensité à chaque fraction de seconde. Et l'idée, c'est que, à un moment donné, en un temps donné, mettons si vous prenez une photo du gaz, là, des molécules, ben, tout dépendant de la quantité de molécules de CO2 et de SO2 qui passent dans le rayon, le CO2 va être capable d'absorber le rayonnement. Donc, il va en arriver moins au détecteur. Parce que du coup que le rayonnement est absorbé par le gaz CO2, le CO2, lui, il chauffe le gaz. Puis il réémet davantage cette longueur d'onde-là, mais dans toutes les directions. Fait qu'il en arrive moins au détecteur. Donc, une chose qu'il faut savoir, là, c'est que lorsqu'un gaz absorbe des longueurs d'onde, les électrons acquièrent de l'énergie, et donc la molécule, elle acquiert de l'énergie, et plus une molécule acquiert de l'énergie, plus elle réémet. Donc, c'est un peu comme si une molécule, on la faisait manger, une longueur d'onde, puis elle revomissait cette même longueur d'onde, mais dans toutes les directions. Donc, elle répartit cette énergie-là, qui au départ s'en va dans une seule direction. Pour ici, dans le cas du système, le rayon s'en va vers le détecteur. Mais entre les deux, le CO2, lui, hop, il prend le rayonnement, puis il l'envoie, il le recrache dans toutes les directions. Donc, de sorte, donc, forcément, le détecteur, lui, qui est placé à un endroit précis, en reçoit beaucoup moins. Et ça, c'est en un temps donné. Donc, le gaz, lui, il passe. Fait que les molécules vont passer à tour de rôle dans le rayonnement. Donc, le détecteur, lui, il va détecter à chaque moment l'intensité qu'il reçoit. Il va en recevoir moins. Puis quand à un moment donné, il n'y a plus de gaz qui passe, bien là, le détecteur reçoit la pleine lumière, la pleine puissance. Donc, le détecteur, lui, il sait que le CO2 qui passe quand il reçoit moins de rayonnement provenant de la source. Donc, ce que fait le détecteur, lui, c'est qu'à chaque fraction de seconde, il dit au logiciel quelle intensité de lumière il reçoit. Le logiciel, il prend cette information-là, puis il met sur un graphique l'énergie, le rayonnement, l'intensité détectée en fonction du temps. Et là, ça va donner le graphique que vous voyez à droite complètement, le nombre de photons ou l'énergie, si on veut, okay, qui, en fonction du temps, vous voyez, là, au début, c'est stable. Et puis là, là, le gaz commence à rentrer, fait que le détecteur, il commence à recevoir moins de lumière parce que le gaz l'absorbe entre les deux. Puis là, plus ça avance, plus il y a de gaz qui arrive. Donc ça s'accumule pas, là. C'est juste que le trafic du CO2 augmente. C'est un petit peu comme quand, mettons, vous allez voir une partie de hockey. La game commence à 7 heures le soir. À 5h30, ça commence à arriver, mais très peu. Une personne à toutes les 3-4 minutes. Puis là, au fur et à mesure qu'on se rapproche de l'heure du début de la game, ben là, il y a de plus en plus de monde en même temps qui rentre au Centre Bell. C'est la même chose ici. Okay? Donc là, on atteint un creux au bout d'un moment pour lequel il y a le maximum de CO2 ou de gaz ou de SO2 qui passe dans la cellule. Et là, après ça, là, plus tard, là, ça recommence de passer de moins en moins jusqu'à faire en sorte qu'à un moment donné, au bout d'un certain temps, il n'y ait plus aucun CO2 qui passe entre la cellule et le détecteur. Donc, ça, c'est l'absorbance. Okay, la courbe vers le creux. Mais cette absorbance-là,
elle est inversement proportionnelle à la quantité de gaz entre le détecteur et la source. Donc la courbe en rose, en pointillé, on la tourne de côté et on pourrait la faire correspondre à la quantité de gaz qui passe. Donc maximum, il y en a très peu au début, après ça on atteint un maximum, puis après ça vers la fin il n'y en a plus. Et la surface sous la courbe, c'est la quantité totale de gaz qui a passé pendant le temps pour lequel le gaz a passé. Et donc, le système va être capable de détecter la quantité de gaz qui passe au total. Et en ayant cette information-là, si ce gaz-là qui absorbe, par exemple, c'est uniquement le CO2, bien, si on connaît la quantité de gaz qui a passé, qui est du CO2, on connaît donc la quantité de carbone. Et si ce carbone-là provenait uniquement de l'échantillon, bien, si on connaît la masse de l'échantillon, je connais la masse de carbone, bien, après ça, il ne reste qu'à prendre la masse de carbone, la diviser par la masse totale de l'échantillon, et ça donne le pourcentage en carbone. Et on peut avoir la même chose avec le soufre aussi, de la même façon. Donc, c'est le principe de l'analyse carbone-soufre. Donc, on utilise un principe d'absorption, lumière, tout simplement. L'image que vous voyez, là, je viens de m'apercevoir, c'est pas moi qui ai fait la PowerPoint, là, mais c'est pas exact. Il n'y a pas de phénomène de fluorescence. Les électrons ne changent pas de couche, là, tout à fait. Là. Mais en tout cas, ouais. Ben, oui, il y a un certain changement de couche, mais bon, c'est relatif. Là. Mais c'est pas là-dessus que repose le principe. Je vais vous montrer une autre animation qui permet encore provenant du même site internet. Voilà. Donc, ce que vous voyez ici à l'écran, je vais faire grossir un petit peu la taille de l'écran. Vous voyez un petit peu mieux. Voilà. OK, bon. CTRL-, comme ça ici. Je suis pas capable de bouger mon écran comme ça. Bon, parfait. Donc, j'ai une source infrarouge ici. Puis ce que vous voyez au centre, c'est une molécule. Donc, deux atomes. Présentement, ce que vous voyez là, c'est du monoxyde de carbone. Un atome de carbone avec un atome d'oxygène. OK. On va aller envoyer un photon de lumière dans le domaine, avec une longueur d'onde qui correspond dans le domaine de l'infrarouge, une longueur d'onde donnée. Regardez ce qui se passe. Donc, les photons, quand ils arrivent, je vais baisser le son de mon ordi, là, excusez, pardon. On n'a pas besoin finalement des effets sonores, hein? On n'est pas des enfants. Donc, ce qui se passe ici, c'est que les photons, qui sont du rayonnement des photons dans le domaine des longueurs d'onde infrarouges, quand ils passent à travers la molécule, regardez comment elle réagit, la molécule. Vous voyez, il y a une vibration qui se fait. C'est un peu comme si les deux boules, là, les deux atomes, là, étaient reliés ensemble par des ressorts, puis que je donnais une pichenote là-dessus. Qu'est-ce que vous pensez qu'il va se passer? Ben, il va y avoir une oscillation entre les deux atomes. Donc, c'est ça qui fait le photon. Il fait osciller les atomes l'un sur l'autre. Donc, c'est pas vraiment, là, il n'y a pas vraiment de sauts d'électrons là, qui sont impliqués là-dedans. C'est pas un phénomène de fluorescence X, là. OK? C'est seulement que le photon, lui, il arrive comme une pichenote, comme une impulsion avec son énergie. Cette énergie-là sert à faire osciller, à faire soigner les deux atomes un sur l'autre comme s'ils étaient attachés par des ressorts. OK? Mais là, il se produit d'autres choses aussi. Dans la nature, là, quand on vous dit, là, en niveau énergie, il n'y a rien qui se perd, il n'y a rien qui ne se crée, c'est que le photon, lui, incident provenant de la source, quand il passe dans l'atome, il y a une partie de son énergie. Il donne une partie de son énergie à la molécule, puis la molécule, elle prend cette énergie-là, puis elle se fait osciller les atomes. Mais elle est évacuée éventuellement, cette énergie-là. La molécule, là, elle n'accumule jamais d'énergie constamment, là. Elle finit par la libérer. Et vous le voyez de par les photons qui sont émis régulièrement par la molécule elle-même dans toutes les directions. À chaque fois que vous voyez la molécule osciller, remarquez, là, elle commence à osciller, je ne sais pas si je peux le mettre là, oui, on peut le mettre au ralenti. Quand que le photon arrive, la molécule oscille, puis
Quand elle émet un photon, l'oscillation s'arrête. Ce qui arrive, là, c'est d'où vient le photon émis par la molécule. C'est que quand l'atome oscille, les électrons du nuage électronique, ils oscillent. Là, il y a une chose importante sur laquelle je vais vous faire allumer là, en physique des ondes électromagnétiques. C'est qu'une onde électromagnétique, ça vient d'où? C'est quoi la source des ondes électromagnétiques à la base? Une onde électromagnétique, là, c'est une particule chargée électriquement qui oscille. Donc, quand vous faites des vagues dans l'eau avec votre doigt, là, ben votre doigt, il oscille. Donc, mais c'est une masse qui oscille, qui pousse l'eau, puis ça fait des vagues. Ici, c'est quoi une onde électromagnétique? C'est une particule chargée électriquement qui, dans l'espace, va osciller. Donc, l'électron, lui, il est chargé électriquement, puis quand l'électron oscille, il émet une onde électrique, électromagnétique, qui s'en va dans une direction donnée, tout dépendant le sens de l'oscillation dans l'espace de l'électron. Donc, les atomes, quand ils oscillent, leur nuage électronique oscille aussi. Et donc, les photons étaient émis comme ça. OK? Et l'autre chose importante, là, c'est que la molécule, là, elle oscille. Mais quand elle oscille, là, ça correspond à une augmentation d'énergie. Et là, nous, on mesure ça par une augmentation de température. Donc, quand la molécule oscille, sa température augmente aussi. Et parce qu'elle oscille, et parce que sa température est élevée, la molécule elle va vouloir retrouver son niveau d'équilibre en rejetant un photon. Et quand la molécule arrête d'osciller, quand vous la voyez arrêter d'osciller, la molécule se refroidit. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, c'est ça. L'énergie, elle se manifeste sous forme d'oscillation et de température. Donc, quand ces photons-là arrivent sur votre peau, ben, vous sentez que ça chauffe. Aussi. Ben, là, c'est pas vous n'êtes pas constitué de monoxyde de carbone, mais votre peau est constituée de carbone, d'hydrogène puis d'azote. Donc, les protéines de votre peau, quand elles reçoivent le rayonnement infrarouge, les photons arrivent et ils font osciller vos atomes des molécules les uns par rapport aux autres. Et là, ça finit par faire osciller aussi les atomes des terminaisons nerveuses. Vous sentez aussi votre peau plus chaude, mais vous sentez aussi de votre cerveau, les terminaisons nerveuses vous permettent de vous donner l'information à votre cerveau que votre peau s'échauffe. Donc, c'est un mécanisme de protection pour nous autres, là. Mais vous le sentez à travers les infrarouges. Vous le sentez très bien lorsque vous allez chercher ou mettre des échantillons en traitement thermique dans le four ajusté à 875 degrés C. Là, hein? C'est beaucoup d'infrarouges qui sont émis et on le sent très très bien. Il faut mettre des gants et une visière. Sinon, on va se brûler. Et là, je vous mets une autre molécule très populaire ces temps-ci. Le CO2. Vous voyez là, elle oscille. Elle oscille comme ça, entre autres, la molécule de CO2. La molécule de CO2, c'est une molécule faite en ligne. C'est un atome de carbone, et puis de chaque côté, en ligne parfaite, 2 atomes d'oxygène. Mais ça limite sa possibilité d'oscillation, cette forme-là. Elle va osciller de 2 manières. La façon que vous voyez présentement. Puis elle va osciller, mais là l'animation ne permet pas de le montrer, mais elle va osciller aussi que les atomes restent en ligne puis s'éloignent les uns des autres. C'est 2 façons que la molécule de CO2 va osciller. Et ce qui est important de savoir aussi, c'est que la molécule de CO2, là, elle est capable d'osciller selon 2 fréquences uniquement. 2 bandes de fréquences, très limitées au niveau de sa capacité d'osciller. Là, je vous montre une autre molécule, très populaire aussi, la molécule d'eau. La molécule d'eau, elle, est en forme de boomerang, en V, avec un angle de 109 degrés entre les 2 atomes d'hydrogène liés à l'atome d'oxygène.
ça donne beaucoup plus de possibilités d'oscillation différentes. La molécule d'eau, elle est capable de vibrer selon énormément de longueurs d'onde. Dans l'infrarouge, surtout. Mais l'animation, là, je vous dis tout ça, mais l'animation ne le montre pas. Moi, si j'avais fait de l'animation, ce que j'aurais fait, là, j'aurais mis des photons de différentes teintes de rouge lorsque la molécule d'eau, elle émet le photon en se refroidissant. Donc, et là, je vais faire un lien. C'est que la molécule d'eau, là, il y en a beaucoup dans l'atmosphère. Il y a beaucoup plus d'eau dans l'atmosphère que de CO2. Okay? Le CO2, là, c'est 400 parties par million. Ça, c'est quoi, ça? C'est à l'échelle, mettons, imaginez le Centre Bell. Okay? Le Centre Bell, il y a 20 000 sièges. Si chaque siège représente une molécule d'air, donc une partie du Centre Bell que à peu près là, 80%, ben 78% du Centre Bell, les sièges, c'est de l'azote. Il y a un 21% des sièges que c'est l'oxygène. Il y a 1% des sièges que c'est l'argon. Mais là, on va enlever ces pourcentages-là chacun, puis on va le distribuer, mettons, en moyenne, il y a 3% de molécules d'eau dans l'atmosphère terrestre. Donc 3% du Centre Bell, que c'est des molécules d'eau. Donc 3% de 20 000, là, bon, ça donne à peu près une affaire comme 500 sièges. Okay? Le CO2, c'est 400 parties par million. Ça représente 5 sièges et demi au Centre Bell. Avant que l'homme consomme du charbon et du pétrole, le CO2 il était déjà présent dans l'air. Il y en avait à hauteur de 4 sièges dans le Centre Bell. On était à peu près un petit peu moins de 300 parties par million. Depuis les années 30, on a rajouté à ce 300 parties par million-là un 100 parties par million supplémentaire. Ce qui représente un siège et demi supplémentaire sur les 4 sièges de départ. Donc, l'homme, depuis les années 30, avec la consommation de pétrole et de charbon que toute la planète entière a fait depuis les années 30, donc depuis presque 100 ans maintenant, on a ajouté l'équivalent d'un siège et demi en CO2 dans tout le Centre Bell. Donc, toute proportion gardée. L'autre chose sur laquelle je voulais arriver, c'est que la molécule d'eau, elle est beaucoup plus effet de serre pour deux raisons. Parce qu'elle est beaucoup plus concentrée que le CO2 dans l'atmosphère, mais aussi parce que sa bande de fréquence pour laquelle elle est capable d'absorber et de réémettre vers la Terre, donc dans toutes les directions, entre autres la moitié vers la Terre, la moitié dans l'espace, ben, c'est beaucoup plus importante que le CO2. Le CO2 est capable de vibrer seulement pour 2 longueurs d'onde. Et là, je vous amène à ça ici. Donc, vous voyez ici, je vais vous expliquer ce que vous voyez ici. Ça, c'est les radiations, la distribution du rayonnement solaire absorbé par l'atmosphère terrestre. Donc, le rayonnement du Soleil, là, il y a une partie du rayonnement qui est absorbée par l'atmosphère. OK? Puis il y a une partie qui est, donc ici, ce que vous voyez, là, la partie en rouge, c'est dans le domaine du visible. Une bonne partie qui sont dans le domaine du visible. Donc, plus vous vous déplacez vers la droite, plus ce sont des longueurs d'onde longues. Vous avez l'échelle horizontale, là en bas, c'est l'échelle des longueurs d'onde en microns sur une échelle, c'est sur une échelle logarithmique. OK? Donc, ici, c'est les longueurs d'onde qui traversent l'atmosphère. Donc, comme par exemple, dans le visible, là, ce que vous voyez dans le visible, là, ben, on voit le soleil, hein? On le voit très bien, le soleil, à travers le ciel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les longueurs d'onde, l'ensemble des longueurs d'onde du visible, traversent très bien l'atmosphère terrestre pour se rendre dans notre œil, ne sont pas absorbés. Et là, vous voyez ici, on a séparé en bas les franges de transmission pour toutes les molécules constituant l'atmosphère de notre Terre. Donc, vous avez l'oxygène et l'ozone. L'azote, il n'est pas là, par contre, parce qu'il est transparent pour toutes les longueurs d'onde.
le dioxyde de carbone, le CO2 que vous voyez ici, la vapeur d'eau. Donc, ce que vous voyez en gris, c'est toute l'énergie absorbée par l'atmosphère de la Terre lorsque les rayons du Soleil passent à travers l'atmosphère. Donc, et là, ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est quand je vous disais que l'eau était capable de vibrer pour plusieurs longueurs d'onde, mais on le voit à travers le graphique ici. Vous voyez la quantité de gris qu'il y a par rapport à la vapeur d'eau dans l'infrarouge, parce qu'on ici, on est dans tout l'infrarouge ici, là, tout, à partir d'à peu près 700,7 microns jusqu'à 70, c'est tout de l'infrarouge. Donc, vous voyez que la vapeur d'eau, elle absorbe presque juste dans l'infrarouge, peut-être quelques petites bandes minuscules dans le visible, un peu là, dans le rouge, là, tout dans l'infrarouge ici. Même chose pour le CO2. Les bandes que vous voyez ne sont qu'uniquement dans l'infrarouge. Pourquoi? Parce que ces longueurs d'onde-là sont en rapport, sont dans le même ordre de grandeur que la taille des molécules. Donc, elles sont capables de faire vibrer les atomes parce qu'elles sont dans le même ordre de grandeur au niveau des longueurs d'onde. Ici, c'est le total en haut. Tous les gaz inclus. Okay? Toute l'énergie qui est absorbée par l'atmosphère de notre planète. Mais on voit que dans le visible, c'est pas absorbé. C'est la raison pour laquelle vous voyez le soleil. Okay? Donc, mais dans l'infrarouge, si vous aviez des yeux qui détectaient les infrarouges, ben, vous ne verriez pas toutes les teintes d'infrarouge. Il y a des teintes qui passeraient, puis il y a des teintes qui seraient absorbées. Vous la verriez apparaître dans toutes les directions. Là, donc, la couleur du ciel vous paraîtrait d'une autre couleur, d'une autre longueur d'onde que le bleu. C'est parce que notre œil ne détecte pas les infrarouges. Et ce sur quoi je veux porter votre attention, c'est surtout ici. Vous voyez le carbone dioxyde, là, la plus grosse frange. Okay? Et elle correspond aux mêmes franges. Les longueurs d'onde de la grosse frange, là, pour le CO2, ben, la vapeur d'eau est capable d'absorber les mêmes longueurs d'onde aussi. Et regardez la frange du CO2. Okay? Elle atteint un maximum. Regardez la frange qui est en haut. Là. Ça, c'est le pourcentage. Ça, c'est le pourcentage que l'atmosphère est capable d'absorber. Ben, le CO2, là, au niveau actuel, il est à son maximum d'absorption. Si on ajoutait du CO2, vous voyez que ça ne ferait pas grossir la frange, l'énergie absorbée, parce qu'on est déjà à saturation. Puis c'est comme ça pour deux autres longueurs d'onde ici puis ici. Et il y a une petite frange ici qui n'est pas totalement absorbée. Mais regardez que cette petite frange-là, il y a l'eau ici qui l'absorbe. Tout au complet. Regardez la frange qui est ici du CO2. Elle est vis-à-vis une autre grosse frange de la vapeur d'eau qui absorbe toute la longueur d'onde. Donc si on ajoute du CO2 ici, et pour ici, ça ne fait pas de différence au niveau de l'effet de serre, au niveau de l'absorption. Tandis que, vous voyez, la seule frange qui ne correspond pas, vous voyez, la seule frange pour laquelle il y a du CO2 et qu'il n'y a pas de vapeur d'eau, elle est ici. Mais regardez, la quantité de CO2 actuelle, qui est autour de 410 parties par million, elle est saturée. Elle tombe jusqu'en haut. Donc, si on ajoute du CO2 dans l'atmosphère, ça ne fait aucune différence sur la quantité absorbée par l'atmosphère du Soleil, de l'énergie qui rentre dans l'atmosphère. Donc, ce qui réchauffe l'atmosphère, c'est pas l'énergie qui sort de la Terre, c'est l'énergie qui rentre. Le Soleil est beaucoup plus chaud que la surface de la Terre. Donc, le concept d'effet de serre, d'augmentation d'effet de serre, ne repose pas sur une base scientifique. Il y a beaucoup de physiciens qui l'ont démontré, mais on refuse de les mentionner. Pourtant, il y a énormément de publications là-dedans. Donc, ça n'a aucune base théorique sérieuse, imaginez-vous. Donc, c'est une petite parenthèse que je voulais faire avec ça. Donc, notre machine à carbone soufre, elle fonctionne exactement sur le même principe que la théorie de l'effet de serre. Donc, c'est vrai que le CO2 absorbe des longueurs d'onde. Ça, c'est pas ça qu'on remet en question. C'est juste que l'absorption, elle est limitée par deux facteurs. Elle est limitée de par la concentration et par l'interférence de la présence de d'autres éléments
qui vont être capables d'absorber les mêmes longueurs d'onde. Donc c'est ici dont il est question ici. On s'aperçoit que la vapeur d'eau, elle est capable d'absorber les mêmes longueurs d'onde que le CO2. Donc elle absorbe, autrement dit, les mêmes longueurs d'onde à la place du CO2. Parce que la vapeur d'eau est beaucoup plus concentrée dans l'atmosphère. Donc, ce qui pourrait faire en sorte que l'effet de serre augmente, ce serait une augmentation de vapeur d'eau. Donc, ça fait sourire lorsqu'on voit des publicités que des voitures à l'hydrogène, par exemple, où c'est non polluant parce qu'on dit que ça n'émet que de l'eau. Mais ce serait une augmentation de vapeur d'eau qui pourrait contribuer à une augmentation d'effet de serre. Donc ça, vous n'en entendez jamais parler. Parce que ça paraît mal dans l'esprit des gens de dire que l'eau peut être polluant. Pourtant, on n'hésite pas à le faire pour le CO2. Pourtant, le CO2, c'est la nourriture des plantes. Mais dire que l'eau peut être polluant, quelqu'un qui va s'avancer à dire ça, il risque plus de perdre sa crédibilité que de dire que le CO2 est polluant. Mais en réalité, c'est plus dangereux parce qu'on le voit que pour l'eau, les bandes ne sont pas saturées. Donc, en principe, en théorie, si l'humidité de la planète augmente, il pourrait y avoir une augmentation de l'absorption de l'énergie et de la température de l'atmosphère. Mais on vous focus sur le CO2. Pourquoi? Parce que quand on brûle du pétrole, on ne fait pas beaucoup de vapeur d'eau. Par contre, on fait beaucoup de CO2. Donc, d'où l'idée, cette idée-là est plus politique que scientifique. Donc, ce que je vous montre ici, c'est le four à induction. Donc, je vous ai parlé que le carbone soufre a un mini-four à induction. Donc, c'est un fil de cuivre d'un certain diamètre dans lequel on fait passer un courant alternatif triphasé d'une puissance, d'une fréquence de 18 MHz. Donc, c'est alternatif. Donc, la polarité est échangée 18 millions de fois par seconde. C'est ça que ça veut dire. Puis ça génère une puissance de 2,2 kW. Donc, vous voyez qu'on est dans un autre ordre de grandeur, là. Les fours à induction à la fonderie, là, c'est 50 kW. Là, on parle de 2,2 kW. On utilise de l'oxygène pur pour créer les conditions oxydantes. Des bouteilles qui doivent contenir 99,5% minimum d'oxygène. Et on injecte cet oxygène-là pendant l'analyse à une pression de 40 PSI. Voilà. Et pour aider à la combustion de l'échantillon à l'intérieur de la zone d'induction, donc là, je n'expliquerai pas le phénomène d'induction parce que vous avez eu vos cours de physique électrique. Là. Donc, vous devez comprendre que lorsqu'en électricité, lorsqu'on fait parcourir un courant électrique, il y a un courant électrique, mais ça génère aussi un champ magnétique, la règle de la main droite. Et lorsque le conducteur est enroulé de cette façon-là, le champ magnétique rentre à l'intérieur dans une direction donnée. Le champ magnétique, lui, ce qu'il va faire, il va rentrer à l'intérieur de l'échantillon et il va faire brasser les électrons dans l'échantillon, puis par effet Joule, l'échantillon va chauffer et éventuellement atteindre son point de fusion et fusionner. Mais pour que ce soit plus rapide, parce que le fer, oui, il est inductif, c'est-à-dire qu'il est capable de prendre de l'énergie par induction puis de le transformer en chaleur, en effet Joule. Sauf qu'il y a des matériaux qui sont beaucoup plus efficaces que le fer pour faire ça. En l'occurrence, le tungstène et l'étain. Et surtout un mélange tungstène-étain. Lorsqu'on mélange à l'échantillon du tungstène ou du tungstène et de l'étain, le tungstène et l'étain, lui, il est beaucoup plus inductif. C'est-à-dire qu'il transforme plus facilement l'énergie du champ magnétique en vibration d'électrons puis en effet Joule. Donc, il chauffe beaucoup plus rapidement que le fer. Puis, il va transmettre sa chaleur par conduction à l'échantillon de fer avec lequel il est en contact à l'intérieur du creuset. Donc, l'échantillon de fer, il chauffe de deux façons. Par induction et puis par conduction avec l'accélérateur qui chauffe plus vite que lui. Voilà. Donc, mode de fonctionnement encore de la combustion, chaleur, plus oxygène, plus l'échantillon. Donc, ça donne une réaction d'oxydation ou de combustion. Donc,
tout va être oxydé dans l'échantillon. Le fer, le carbone, le soufre, s'il y a du phosphore, le phosphore, les différents éléments d'alliage. Mais les métaux, eux autres, ils vont s'oxyder, ils vont rester à l'état liquide, après ça, ils vont refroidir, puis ça va donner, à la fin, là, tout va être oxydé sous forme d'oxyde de fer. On le voit bien là, dans le fond de l'échantillon, là, après une analyse, là, c'est de l'oxyde de fer qui est créé. Sauf que l'oxyde de fer, dans les conditions de température qui occurrent dans le four, ça ne devient pas gazeux. Ça demeure liquide, après ça, ça se refroidit à l'état solide. Tandis que le CO2, le CO et le SO2, eux, ils deviennent des gaz à l'état oxyde. Même qu'ils n'ont pas besoin d'être très chauds pour être gazeux, ils sont aussi à l'ambiance et même à basse température. Donc là, le gaz, il va s'échapper puis il va être entraîné avec le gaz d'entrée. Donc, carbone qui brûle en CO2, soufre qui brûle en SO2. Et s'il y a de l'hydrogène dans l'échantillon, ce qui arrive souvent, ou dans la zone, l'hydrogène qui peut être contenu aussi dans le petit creuset, ben, il va être transformé en eau. L'hydrogène oxydé, c'est de l'eau. Puis les métaux et les minéraux, plus O2, ça donne des particules résiduelles des oxydes. Et voilà. Donc ici, j'ai mis une photo, là, c'est pas un four Léco, vous aviez compris, hein? C'est pas un four de carbone, c'est pas un analyseur carbone soufre, mais c'est juste pour faire l'analogie entre une charge d'acier liquide dans un creuset industriel et puis dans le petit creuset dans le carbone soufre lors de la combustion. Je vais juste vérifier le temps qui me reste. Le temps file, je parle beaucoup. Donc, je vais arrêter la capsule ici, ça fait déjà un petit peu plus qu'une heure. Donc, je vais faire une deuxième capsule en séparé pour compléter cette quatrième semaine-là.